Bien, bonjour à tous. Marie Gola et moi-même sommes heureux de vous présenter cette communication à deux voix, distinctes mais complémentaires, qui tenteront d'aller à l'essentiel dans un temps limité. Nous remercions chaleureusement Angela de nous avoir sollicités pour parler du CARE dans les pratiques pédagogiques, en écho à ce que Regina a dit il y a quelques minutes. Alors, pour commencer, un constat. Dans le lexique du système scolaire, les termes qui sont associés au CARE ont des connotations très restrictives. En voici quelques exemples. Le soin et l'absence de rature sur une copie. Attention aux soins. L'attention à est généralement corrélée à une mise en garde qui impose l'écoute, l'obéissance à l'oral. Il faut être attentif en classe, lit-on sur les bulletins scolaires. La fragilité aussi sur les bulletins rappelle la vulnérabilité d'un élève dont les compétences et les résultats sont jugés faibles, en tout cas inférieurs aux normes scolaires. Ensuite, la bienveillance, c'est un concept important. C'est un terme qui est très en vogue actuellement dans l'éducation nationale, mais qui est souvent moqué, surtout depuis qu'il est institutionnalisé, comme si vouloir adopter une posture éducative bienveillante critiquait implicitement la violence psychologique supposée des enseignants, ou bien l'éloge du moindre effort que l'on évaluerait positivement avec une gentillesse béate. « Ah, c'est bien ce que tu as fait, tu as écrit 2 lignes, c'est ça être bienveillant. » Non, c'est pas ça. Enfin, l'aide, le terme d'aide aussi, il est très réducteur dans l'acception habituelle que l'on peut en avoir. L'aide est proposée aux élèves qui ont des difficultés scolaires, qui sont en situation finalement d'infériorité. Donc vous le voyez, la constellation sémantique du CARE, anglicisme regrettable à mon avis, renvoie au manque, aux carences finalement, CARE, carence. Ce tropisme négatif rejoint le reproche qui est fait aux élèves de ne pas pratiquer le CARE entre eux, ni avec les adultes, qu'ils braquent parfois violemment, comme nous le rappellent les réseaux sociaux et la presse. Mais les adultes le font-ils à l'endroit des élèves ou de leurs pairs ? Face à ces souffrances bien réelles, le CARE en éducation pourrait-il devenir une valeur pleine et fraternelle ? Pour cela, il convient d'avoir à l'esprit que penser avec un E et penser avec un A ont la même origine étymologique, et ce n'est pas anodin. Voici donc quelques gestes pour penser l'école en acte et faire du CARE un accompagnement responsable et, comme le montrera Marie, un accompagnement créatif. De fait, et ce sera mon premier point, ce compagnonnage attentif, qu'est le CARE, est d'actualité dans l'éducation nationale. Ces principes sont incarnés par quelques textes officiels récents, tels que la refondation de l'école en 2013, qui vise à mettre en œuvre une école dite bienveillante, on y revient, empathique, inclusive, une école qui évalue positivement ses élèves. Le terme d'évaluation est important, il a été abordé il y a quelques minutes. Évaluer, c'est étymologiquement, evaluare, révéler la valeur, sans marquer les élèves d'un signe indélébile, ce qui, en latin, se dit notare, qui a donné noter. Même certaines traductions latines disent que notare signifie marquer au fer rouge. Loin de moi l'idée que noter est le contraire d'évaluer. On peut évaluer et traduire cela par des notes ou par bien d'autres choses. Mais attention aux dérives. Le référentiel des compétences des personnels d'enseignement et d'éducation, il y en a beaucoup dans la salle, je crois, ce référentiel insiste sur cette attitude d'écoute et d'ouverture qui permet de décentrer la relation éducative. L'enseignement par compétences, qui inclut les attitudes et qui ne s'oppose pas aux connaissances, cherche ainsi à partir de ce que l'élève ou de l'apprenant sait et connaît, sait faire aussi,
pour aller un peu plus loin, mais si possible, soyons dans l'idéal, au rythme de chacun. On reconnaît ici la célèbre zone proximale de développement que développait le pédagogue psychologue russe Vygotsky. Le seul fait d'utiliser le substantif apprenant à la place d'élève va dans le sens d'un enseignement-apprentissage qui ne se contente plus de transmettre du haut vers le bas magistralement un contenu didactique identique pour tous. Pour élever les écoliers, les collégiens, les lycéens, donc avant tout des personnes, il faut d'abord s'abaisser, se mettre à leur niveau, les observer. Et dans le même esprit, plutôt que d'intégrer des élèves en situation de handicap ou des élèves allophones nouvellement arrivés en France, il est recommandé de les inclure. Non plus intégrer, mais inclure. Les circulaires de 2005 et 2012 montrent bien que ces gestes modifient le milieu d'accueil tout autant qu'ils font progresser ceux que l'on appelle pudiquement les élèves à besoins éducatifs particuliers. Le besoin engendre le soin. Encore deux mots étymologiquement liés. Le besoin engendre le soin. Et tous les membres des communautés éducatives sont impliqués dans ce parcours citoyen qui entend revivifier les valeurs de la République tout simplement, mais des valeurs au-delà, bien humaines, comme il a été rappelé il y a quelques minutes. Ces valeurs donc survivent dans un monde lacéré par l'individualisme et par les morcellements hypermodernes décrits notamment par Lipovetsky. Et l'éducation nationale, quant à elle, comme le philosophe allemand Habermas, estime que la modernité doit être encore et toujours construite et continuée contre tout déterminisme fataliste. On dit parfois que les enseignants sont des êtres modernes qui ont devant eux un public hyper moderne ou post-moderne. Je pense que c'est à réfléchir. Pour combattre les inégalités, il faut prendre soin de la justice et mieux de l'équité, qui donne davantage à ceux qui ont moins. Et les réseaux d'éducation prioritaires, il y en a 32 dans notre Académie de Montpellier, c'est 5 départements, le Languedoc-Roussillon à l'origine, mais les régions ont changé. Les réseaux d'éducation prioritaire sont fondés sur cette politique de redistribution. Contre la solitude et la précarisation, l'école Providence essaie de promouvoir la sollicitude structurelle et pédagogique qui concerne non seulement la relation adulte-enfant, mais aussi les liens entre les personnels et l'institution, qui répètent de manière performative, à la hauteur des enjeux et des difficultés, que l'école de la confiance est l'avenir de notre pays. Car, reconnaissons-le, à chaque fait divers dramatique, à chaque étude internationale, PISA et autres, nous entendons le grand cri du Caire refoulé. Nous nous heurtons au retour des mots qu'il faut penser en profondeur et qui sont à la fois externes, c'est l'évolution de la société, et internes, ils sont dus au fonctionnement du système éducatif. Ces mots sont pêle-mêle les suivants. Échec scolaire, inégalité creusée par la société et par l'école, crise des vocations, souffrance au travail, ennui des jeunes, crise du sens. Ce sont là les répliques telluriques, je dirais, de la crise de l'esprit dont parlait Paul Valéry en 1919 et de ce que disait aussi très clairement une autre philosophe, à savoir, j'ai perdu mon papier, à savoir Nathalie Sarraute, philosophe écrivaine dans l'ère du soupçon, et ce, après la Deuxième Guerre mondiale. On en est là aussi. Continuons rapidement la liste. École anxiogène, pression des familles, maltraitance, indifférence, injures lexicalisées, compétitivité brutale dans une société de chômage, darwinisme scolaire, paupérisation des élèves, et je vous invite à parcourir dans ces grandes lignes le rapport d'un inspecteur général, Jean-Paul Delahaye, sur, je cite, la grande pauvreté et la réussite scolaire. Dans un tel contexte, fait d'intentions louables et de difficultés réelles,
L'urgence est donc à la pédagogie de l'accompagnement. Ce sera mon deuxième point. L'inspiration de cette pédagogie est multiple. Elle est à la fois ancienne, pensons à Montaigne, Rousseau, Freinet, Montessori, Pauline Kergomar, Comenius, Baden-Powell, Ferrière, et actuelle à travers les innovations et expérimentations menées un peu partout, notamment dans le domaine neuroscientifique. Elle est aussi à la fois spirituelle, avec ses pédagogues bons samaritains comme Don Bosco au XIXe siècle et toute l'école salésienne, mais aussi sécularisée dans la fraternité du triptyque républicain. On retrouve d'ailleurs cette tendance dans les discours institutionnels et dans les écoles privées, parallèles, sous contrat ou non, qui ont le vent en poupe. Cette inspiration, enfin, concerne à la fois les adultes en général, c'est la mode des théories et pratiques d'épanouissement personnel, et les membres du système éducatif en particulier. Alors, quels sont ces gestes d'interdépendance? Un mot rapide que Marie développera ensuite. Eh bien, ils sont adressés aux personnes vulnérables qui dessinent une pratique de l'altérité entre enseignants et élèves. Les jeunes les plus fragiles sont bénéficiaires de dispositifs de différenciation qui adaptent l'enseignement au profil de chacun, non seulement dans des dispositifs spécialisés, mais aussi dans des structures dédiées pour les enfants en situation de handicap, mais aussi notamment pour les élèves allophones, avec des professeurs spécialistes. Un certain nombre de projets sont aussi menés, je pense, dans notre académie, à un projet intitulé « Différent comme tout le monde ». Mais cela concerne aussi la classe dite ordinaire, pour tous les élèves. On ne confisque plus la parole, on la partage. On met régulièrement les élèves en situation de travail, de recherche, de projet. On peut différencier, autant que de besoin, les contenus, les rythmes, les groupes, les évaluations, avec le droit à l'erreur, la pédagogie du tâtonnement, essai, erreur, afin que finalement tous puissent progresser et atteindre un niveau satisfaisant de compétences. De manière complémentaire, des temps plus personnels de remédiation et d'approfondissement sont proposés par le biais de l'accompagnement éducatif ou personnalisé. Mais il faut, ce sera mon ultime point, aller encore plus loin et libérer, généraliser l'aide en soulignant la nécessaire réciprocité de l'entraide. Pour préparer à la vie, l'école se doit de rechercher à vivre ici et maintenant une société meilleure avec ses presque 13 millions d'élèves en France, ses 1 100 000 personnels, dont 880 000 enseignants. Je parlerai volontiers, à la suite de ce que disait l'abbé Pierre en 1954, d'insurrection des consciences, et ce, à la fois entre jeunes, notamment dans une classe, mais aussi entre adultes. Car faire pour est déjà louable, mais faire avec est encore plus important. Et souvent, dans les pratiques pédagogiques, nous sommes appelés à passer de l'un à l'autre. La tendance un peu maternelle, pardon de reprendre tous les tableaux qui ont été montrés tout à l'heure, gagne à être complètement développée dans une tendance de l'altérité, de l'avec. Il ne s'agit pas de faire avec d'un point de vue fataliste, il s'agit de faire avec l'élève. Et les jeunes aussi sont appelés à faire cela. Et je terminerai en citant des beaux propos extraits d'A.T. Descartes-Monde et d'un livre qui s'intitule « Tous peuvent réussir, partir des élèves dont on n'attend rien », publié en 2013. Je cite « Enseigner est un métier de rencontre, et rencontrer, ce n'est pas s'enfermer dans des certitudes, ce n'est pas s'imposer à l'autre. Rencontrer, c'est descendre d'un piédestal illusoire, c'est se laisser interroger, c'est devenir interdépendant, terme essentiel dans la philosophie, dans la pratique du care, et qui peut aussi inspirer des pratiques créatives, et je dirais care actives, dont Marie va maintenant nous parler. Merci Frédéric. Je voulais parler d'un geste que je pratique depuis de très longues années. Je suis donc enseignante et j'anime aussi des ateliers d'écriture. Je suis aussi chargée de mission au rectorat sur les projets d'écriture, de littérature, de poésie. Ce qui veut dire que je vois énormément de pratiques d'enseignants qui utilisent l'écriture créative. Tout à l'heure, Luigina a parlé d'un geste.
j'ai noté sa définition. Elle a dit qu'un geste, c'était quelque chose qui permettait de se tenir dans une position de distance et de proximité à la fois. Et je me suis tout à fait reconnue dans cette définition-là. Alors ce geste de l'écriture, c'est un geste qui est pratiqué, alors que nous pratiquons dans un cadre scolaire, sachant que c'est l'atelier d'écriture dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire ce n'est pas de l'écriture. Ce n'est pas de l'écriture normée, on entend ? Ce n'est pas de l'écriture normée dont il va être question, mais ça va être vraiment de la pratique de l'écriture, de l'atelier d'écriture créative. Alors l'atelier d'écriture créative, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent au système scolaire, puisqu'il est plutôt apparu dans les années 60, soit dans le cadre universitaire, soit dans le contexte, on va dire, hospitalier, thérapeutique. Et je pense qu'on peut définir deux façons différentes de pratiquer l'atelier d'écriture. Il y a l'atelier d'écriture à visée pédagogique, et puis l'atelier d'écriture qui aura une visée plutôt thérapeutique. Dans le cadre scolaire, en fait, on est dans cet entre-deux, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la simple activité pédagogique, qui serait l'acquisition de savoir littéraire, artistique, et puis on n'est pas non plus dans la fonction thérapeutique. Cependant, il me semble qu'en pratiquant l'atelier d'écriture en classe, on soigne quelque chose. On soigne quelque chose dans notre système scolaire, chez nos élèves, chez les enseignants aussi. Le constat est que l'écriture est en souffrance. Je pense que tout le monde s'y reconnaît, enfin tous les praticiens, tous les enseignants, l'écriture est en souffrance à plusieurs titres. Elle est en souffrance chez les élèves, puisque c'est une tâche qui est devenue très complexe. On voit dans les classes maintenant la difficulté qu'ont les élèves à opérer cette transformation de discours oral à l'écrit. Ça met en jeu des éléments très compliqués. Souffrance aussi chez les enseignants, puisque pour les enseignants, il y a une espèce de constat de leur impuissance aussi à faire progresser les élèves dans la langue écrite, et puis souffrance de la langue, qui est effectivement ce lieu de la sélection, on le sait, hein, ce lieu qui fait vraiment la différence entre ceux qui vont pouvoir accéder à des études supérieures et puis ceux qui seront dans la marge. Si on réfléchit à l'écriture, moi j'ai pensé que c'était la notion de geste qui était importante. C'est-à-dire que lorsqu'on fait écrire les élèves dans les classes, on met en place un geste. Et la phrase de Jousse, pour moi, relève tout à fait de ce qui se joue lorsqu'on fait écrire les élèves. C'est-à-dire qu'on est dans une énergie vivante et quelque chose qui engage globalement l'être. J'ai lu récemment un essai qui a alimenté toute ma réflexion autour de cette notion de geste. C'est un essai qui est sorti chez Verdil en 2018. Dominique Sigaud est une journaliste, écrivain, et qui raconte en fait comment on se construit dans la langue et comment on se construit avec la langue. Et elle évoque en fait un moment qui, à mon avis, est un moment qui va faire écho à chacun d'entre nous, qui est celui où on trace les premières lettres du prénom lorsqu'on apprend à écrire. Et elle dit cette chose que je trouve très belle, elle dit que ce qui se joue là, c'est une identité à l'œuvre, se recomposant chacune à sa place. Ce jour-là, je forme la lettre m'abrite. Donc moi, je vois vraiment le lien entre l'écriture et puis la construction de l'individu. J'aime bien citer aussi un autre auteur qui s'appelle René Frény, qui... Excusez-moi. René Frény qui parle du pouvoir non plus des lettres, mais des mots. Voilà, le pouvoir libérateur du mot. Et puis, dernier auteur aussi dont il est question aujourd'hui, c'est Jean-Paul Michalet, que certains d'entre vous connaissent, parce qu'il a fréquenté la boutique d'écriture à Montpellier, qui est un lieu de transmission, de l'écriture, en direction de personnes en situation de fragilité, on va dire. Et il parle aussi de ce geste complet, de ce geste du corps. Je vais être obligée de passer un peu vite, parce qu'on m'a signifié que je n'avais plus qu'une minute. Je voulais juste dire que lorsqu'on pratique un atelier d'écriture en classe, on déplace des choses. Plusieurs choses. L'enseignant, déjà, sa position est différente. L'élève, qui est dans l'expérimentation,
qui n'est plus dans la notation, qui est dans un processus de construction. Le groupe, importance du groupe, le groupe qui devient solidaire, qui devient dynamique, qui devient créatif, qui devient bienveillant, qui doit être bienveillant, et l'écriture qui devient le lieu de l'expérimentation, du jeu, l'aspect ludique, la joie dont on parlait tout à l'heure. Alors, de façon très pratique, nous avons mis en place avec Frédéric depuis quelques années des dispositifs qui ont pour but de stimuler, de valoriser et de fédérer en fait des initiatives d'écriture créative, soit individuelles, soit collectives. Donc c'est le sens de ce livre-là que j'ai présenté aussi sur une table au fond, que j'encourage les étudiants d'ailleurs qui sont là à les prendre, c'est gratuit, hein, il n'y en a pas beaucoup mais vous pouvez les utiliser. Donc le but c'est de publier des textes écrits par des jeunes dans l'ensemble du monde francophone. Donc des écritures individuelles et puis aussi des écritures collectives. On a un partenariat avec la Fédération internationale des professeurs de français qui encourage l'écriture collaborative à plusieurs. On travaille aussi avec Angela et le prix de poésie Mathia Écart. Nous sommes dans un beau compagnonnage depuis quelques années. Faire écrire les élèves, mais aussi on fait écrire les adultes. C'est le même constat en fait que l'écriture pouvait réparer quelque chose. Donc nous avons proposé aussi aux adultes Éducation nationale de nous rejoindre et d'envoyer des textes. Et puis un dispositif beaucoup plus récent. Alors quand je dis nous, je parle aussi de Frédéric, qui est à mes côtés, qui est l'élément moteur aussi de tout ce que je suis en train de présenter. Nous avons proposé à des éducateurs de venir témoigner de ces élèves qui les ont construits en tant qu'enseignants. Et c'est souvent ces élèves qui sont en fragilité, qui sont en vulnérabilité, qui font que nous, les enseignants, nous progressons aussi et nous nous construisons. Et peut-être, je n'ai pas prononcé beaucoup le mot care, mais vous avez bien entendu qu'il est au cœur de tous ces dispositifs. Celui qui est peut-être le plus proche de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est le dispositif Alter Ego. Déjà dans sa dénomination, dans son nom, l'idée c'est d'encourager des élèves à avoir des partages créatifs avec des personnes en situation de pauvreté, et avec toute la polysémie que le mot pauvreté peut entraîner. Voilà. Je conclus, j'aurais aimé en dire beaucoup plus, mais voilà, je vais conclure, pour dire qu'il suffit d'un geste, c'est le titre d'un essai de François Roustan, psychanalyste qui utilise l'hypnose. Il suffit d'un geste, je trouve que c'est un mot, enfin une formule à laquelle je me réfère souvent, parce que je me demande des fois si on fait vraiment bouger les lignes lorsqu'on fait toutes ces choses-là qui nous animent avec Frédéric, mais des fois je sais qu'il suffit d'un geste pour que peut-être on déclenche quelque chose chez un élève, voilà, un parmi tant d'autres. Voilà, merci. Eh bien, merci à vous deux. On va prendre 10 minutes de questions à peu près. Merci beaucoup Frédéric, merci Marie. C'est vrai que c'est extraordinaire pour nous, enseignants-chercheurs, de travailler avec vous qui êtes dans le secondaire, parce qu'on comprend plein de choses, et aussi pour faire la transition entre le lycée et la fac. Alors, est-ce qu'il y a un site où on peut voir, par exemple, les résultats, enfin, s'il y a des restitutions de ce projet Alter Ego, et aussi le site de Florilège, comme ça, il y a beaucoup de futurs enseignants dans la salle aussi, et qui pourront accéder. Voilà. Et vous pouvez simplement aller sur le site de l'Académie de Montpellier, donc, avec ces mots-clés, hein, Académie de Montpellier, site des lettres, et il y a un onglet sur ce site qui s'intitule On vous édite. On vous édite. Et à l'intérieur, plusieurs pages sont consacrées non seulement à Alter Ego, mais aussi au Florilège, à tous les projets dont écrivaine, dont Marie vient de nous parler. Vous avez un certain nombre de restitutions aussi, et notamment lors de la Comédie du Livre à Montpellier, dont nous fêterons aujourd'hui, pour l'aspect scolaire, aujourd'hui et cette année, le 10e anniversaire. Voilà. 17 au 19 mai. Sur la table du fond, vous avez des brochures, notamment la brochure Alter Ego qui développe un peu plus longuement que ce que je viens de faire. J'ai amené quelques brochures du Florilège
et puis aussi des brochures pour le dispositif pour les adultes d'éducation nationale. Voilà, donc tout ça est sur la table du fond.